Alors, donc, j'espère que vous avez eu le temps de faire, une petite pause et de vous dégourdir les jambes. On va terminer cette matinée avec, donc un échange en croisant, les perspectives donc de différents experts, que pour certains nous avons eu déjà le plaisir d'entendre ce matin. Et je souhaite donner la bienvenue à monsieur Aurélien Biscot qui nous rejoint pour cette table ronde, donc aux côtés de Claire Duvernay, Lionel Kinderstutz et Boris Stern et Thierry Hengen que nous avons déjà eu tout à l'heure. Alors tout d'abord, monsieur Biscot, quelques mots pour vous introduire et vous présenter. Vous êtes secrétaire général de la mission opérationnelle transfrontalière depuis 2019 et vous en êtes également le directeur d'études, après avoir dirigé pendant 8 ans l'agence d'urbanisme Nord-Lorraine, particulièrement engagée en matière d'observation transfrontalière. Vous contribuez aujourd'hui à structurer la stratégie observation transfrontalière de la MOT, tant en interne, donc le déploiement de SIG transfrontaliers, qu'au niveau national, avec la participation aux travaux du comité stratégique sur l'observation transfrontalière et européen, avec notamment les liens avec les partenaires allemands et ESPON. Nous avons déjà brièvement présenté la MOT tout à l'heure. En complément, nous pouvons dire ici que la MOT est impliquée dans des travaux d'observation transfrontalière depuis 1999. Elle a notamment publié le premier atlas de la coopération transfrontalière en 2002 et depuis 2012, elle assure le secrétariat du comité stratégique sur l'observation transfrontalière composé de représentants de ministères responsables de l'aménagement du territoire en France et dans les pays voisins pour poser les jalons d'une véritable observation transfrontalière au niveau européen. Alors, Monsieur Biscot, je vais commencer par vous. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné, l'Allemagne et la France sont les deux grands acteurs européens au niveau de la coopération et de l'observation transfrontalière. Selon vous, quelle chance existe pour le renforcement de l'observation transfrontalière dans le cadre du traité de coopération et d'intégration franco-allemande d'Aix-la-Chapelle, signé en 2019 et déjà mentionné plusieurs fois aujourd'hui? Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bonjour Florence. Euh, Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir. On a essayé de se répartir nous un peu les rôles aujourd'hui avec mon collègue Jean Rubio tout à l'heure. Euh, Écoutez, moi, en fait, tout ce séminaire m'amène beaucoup de questions, de réflexions, parce que j'écoute religieusement depuis tout à l'heure, à la fois Claire, Jean, des collègues de Géorena, du SIG. Bonjour à toutes et tous d'ailleurs. Et déjà pour répondre à votre question, parce que je vais quand même être bon élève par rapport à ça, moi je pense qu'on a quand même une fenêtre de tir un petit peu unique là sur le sujet. Jean tout à l'heure, il évoquait le comité de coopération transfrontalière et il rappelait ses rôles. Hein, il faut quand même le redire, hein, le comité est chargé de coordonner l'observation territoriale transfrontalière, de définir une stratégie commune de choix prioritaires, de suivre les obstacles en fait rencontrés par les acteurs, de faire des propositions. Et alors nous, la MOT, pour tout vous dire, on est dans ce comité, mais on est simple observateur. Hein, on n'a pas de rôle décisionnaire. On n'est pas au même titre que les parlementaires, les acteurs locaux, les responsables fédéraux ou nationaux. Voilà, on observe ce qui s'y passe. Moi, je trouve qu'il y a une opportunité par ce comité. Je ne pense pas qu'on l'ait encore saisi. Claire évoquait tout à l'heure ce sujet un petit peu rapidement sur la perspective qu'offre ce comité, le groupe Observation transfrontalière. Sauf à me tromper, ce groupe, il n'est pas encore constitué, il n'est pas réuni. Et nous, on a eu le sentiment à un moment donné qu'on mélangeait un petit peu deux choses, c'est-à-dire qu'on mélangeait l'observation des obstacles et l'observation territoriale transfrontalière. Alors, les deux sont complémentaires, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, nous, on pense côté MOT, en tout cas, qu'il y a une nécessité, évidemment, à observer les problématiques concrètes des habitants, des citoyens, des acteurs économiques de ces territoires, ça c'est en tout cas à l'échelle de cette frontière. Mais il y a aussi besoin de faire de l'observation territoriale transfrontalière parce qu'on a besoin, je crois que c'était Thierry qui l'évoquait à la fin de son propos, euh, comment dire, d'accompagner les politiques publiques, la mise en œuvre de politiques publiques, de les ajuster. En fait, vous savez, nous, on dit toujours, on répète les choses, hein, observer pour comprendre, comprendre pour agir. Donc, on n'agit jamais aussi bien que quand on a observé un territoire et qu'on l'a compris. Et je veux dire, quand on est dans nos territoires respectifs, si on met de côté le questionnement transfrontalier, on, on sait bien qu'à un moment donné, pour mettre en œuvre une politique publique sur une commune, une collectivité, un Landkreis, un département, peu importe, on a besoin de connaître les enjeux, les besoins, les perspectives de ces territoires. Et donc,
la question transfrontalière ne déroge pas à la règle, en fait. Simplement, ce qu'il faut bien avoir en tête, moi, je trouve, c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas quand on n'observe pas. Et ça, c'est majeur. Tout à l'heure, quelqu'un peut poser la question des Ardennes. Nous, on a réalisé il y a peu de temps un travail avec un partenaire que vous connaissez, hein, qui s'appelle Idelux, sur l'Ardenne transfrontalière. On a rencontré pas mal de difficultés sur la question de l'observation, en fait, parce qu'à un moment donné, on nous demandait de remettre un peu à jour l'état des lieux de ce territoire sur différentes problématiques que je vous épargne. Et on n'arrivait même pas à faire du recollement de cartes, pour tout vous dire. Donc, il fallait qu'on montre des choses dissociées. On n'arrivait pas à montrer ce territoire uniforme, enfin uni en tout cas. Et je trouve que dans la symbolique, c'est dommageable. Donc, c'est vrai que bon, on parle beaucoup de la France et de l'Allemagne. Moi, je pense qu'il ne faut pas parler que de la France et de l'Allemagne non plus. Mais c'est vrai que je dirais que moi, il me semble que, en tout cas, côté français, de ce que j'en connais, hein, encore une fois, c'est mon regard. Pardon s'il n'est pas forcément objectif parfois. Mais je trouve qu'on a été assez pionnier en France dès les années 90 sur ces questions, début des années 2000. Je pense que ce qui se passe côté allemand, enfin Claire pourra me contredire ou me suivre, mais ce qui se passe aujourd'hui côté allemand a aussi été inspiré par ce qui se passait côté français à cette époque-là. Et sauf que moi, je trouve que par exemple, côté français, maintenant, on prend pas mal de retard. C'est-à-dire que c'est à nous de nous inspirer de nos partenaires allemands. Moi, je trouve que la démarche qu'évoquait Claire, le mémorandum, le partenariat qui se fait aux frontières de l'Allemagne, les projets moraux, la volonté de rapprocher, et moi, je dirais pas harmoniser les données. J'ai vu que Clarisse, tout à l'heure, posait une question là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment parler de convergence des données parce que si on commence à vouloir faire de l'harmonisation à tout va, on en a encore pour des années, si ce n'est des décennies. Donc, il faut surtout les rapprocher, les faire se converger. Et nous, côté mode, en tout cas, on a envie aussi de s'inspirer de ce que Claire évoquait tout à l'heure, hein, à la fois les moraux ou à la fois le partenariat qui est fait sur toutes les frontières de l'Allemagne, parce que c'est ça qui fera effet boule de neige. Je suis d'accord qu'il sera compliqué de tout faire converger à l'échelle de l'ensemble de l'Union, mais pour autant, c'est pour ça que je parlais d'une fenêtre de tir. Ce comité, il doit pouvoir nous permettre d'aller encore plus loin. Quand je disais que ça me faisait réfléchir, et je ne veux pas être trop long, mais enfin, moi, je commence un tout petit peu à vieillir, et j'avoue que je m'occupe d'observation, où je suis ces sujets depuis 15 ans. Je vous avoue que les questionnements, malheureusement, alors, ils évoluent pas beaucoup. C'est-à-dire par contre, la technologie évolue. Ce qu'ont présenté Géorena et Thierry pour le SIG, je veux dire, on n'en était pas du tout là il y a 10 ans. Donc, il y a quand même des vraies avancées. Ça, c'est extrêmement salutaire. Et heureusement, je dirais qu'on avance. Mais ça serait bien qu'on avance vraiment en multiniveau parce que, au final, la question que posait David sur l'exploitation, je me la posais en vous écoutant en même temps. C'est-à-dire que derrière tout ce qui est produit là par Géorena ou les SIG Grande Région, il faut des gens aussi qui vont les analyser, ces données. Il faut des gens qui vont les analyser sur des territoires fins parfois, des territoires plus larges comme les eurorégions. Il faut aussi qu'on puisse comparer ça avec des éléments européens. Et je pense que c'est le rôle de tous, en fait. Si on n'a pas l'acteur local, on va avoir un problème. Si on n'a pas l'acteur euro-régional, on a un problème parce qu'on n'a pas les données cadres. Et si on n'a pas les partenaires européens, on n'a encore pas la comparabilité possible. Je pense que c'est ça que je voulais dire en introduction. Et j'espère que on va avancer. Là, la crise de 2020 qui se poursuit, malheureusement, nous a un peu fait perdre du temps, comme disait Claire. Mais il faut espérer qu'à l'échelle franco-allemande et via ce CCT, ce groupe se monte, parce que je pense que ça peut être qu'une plus-value dans tous ces dispositifs qu'on évoque là, et aussi pour inspirer, nous c'est ce qu'on souhaite, d'autres frontières. Il ne faut pas que ça se limite qu'au franco-allemand, il faut surtout que ça inspire d'autres acteurs. Ja, vielen Dank, Herr Bisco, für diese Einleitung und nochmal darüber hinauszukommen, über diese Fragen der verschiedenen Ebenen, diese Rahmendaten. Das bringt mich auch, wie Sie es auch schon erwähnt haben, nochmal, Frau Duvernay, zu fragen, dass sie uns vielleicht das nochmal erläutern könnte oder nochmal den Kontext darstellen, dass nämlich, was Sie vorhin vorgestellt haben, auf Initiative des BBSR entstandene europäische Netzwerk zeigt ja das gemeinsame und ehrgeizige Bestreben mehrerer Akteure, den Zugang zu harmonisierten grenzüberschreitenden Daten zu verbessern. Könnten Sie uns hier vielleicht noch mal ganz kurz beschildern, was diese wichtigsten Daten für die grenzüberschreitende Regionen sind, jetzt im Hinsicht, über was jetzt gerade eben Aurélien Biscot gesagt hat, mit diesen Fragestellungen über die Verfügbarkeit der Daten, über die Lücken, über die verschiedenen Ebenen. Wie sehen Sie das? Also es gibt verschiedene Aspekte.
Boris Stern und die Kollegin von SCG Großregion und Georina haben das vorher auch schon ein bisschen erläutert. Das Hauptproblem für die Analyse der Grenzregionen ist die Verfügbarkeit von kleinräumigen Daten. Es gibt harmonisierte Daten auf der europäischen Ebene, aber die Daten, die auf der lokalen Ebene verfügbar sind, sind selten harmonisiert. Und das sind Thematiken, die eigentlich für jedes Gebiet, also für jede territoriale Analyse sind. Ob das Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Bevölkerung und so weiter. Für Grenzregionen braucht man diese Daten auf der lokalen Ebene kleinräumig. Und die sind im Moment nicht harmonisiert oder nicht verfügbar. Das zweite Aspekt sind Daten, die für Grenzregionen besonders wichtig sind. Und da denke ich an Verflechtungsdaten. Das Thema der Grenzpendler ist für Grenzregionen besonders wichtig, insbesondere an der Grenze zu Luxemburg oder auch zwischen Deutschland und Frankreich. Und da ist es auch sehr, sehr schwierig, die Daten zu bekommen. Man hat oft nur einen Teil der Informationen, also zum Beispiel, wie viele Einpendler gibt es in Luxemburg, die aus Frankreich kommen, aber man weiß nicht, woher sie aus Frankreich kommen, zum Beispiel. Und, oder umgekehrt. Und das ist der zweite Aspekt, die speziell für Grenzregionen besonders wichtig ist. Merci beaucoup pour cet éclairage, madame Duvernay. Donc effectivement, la question de, la disponibilité des données à grande échelle a été évoquée tout à l'heure déjà, dans la présentation des 2 SIG. Ce qui m'amène maintenant donc, à analyser un petit peu plus, d'un point de vue historique, la naissance de cette coopération, heu, pour en voir un petit peu comment elle a évolué dans le temps et avant toute chose, comment est-ce que c'est né? Quand est-ce que ça a commencé et comment est-ce qu'on en arrive à donc cette coopération étroite aujourd'hui? Messieurs, Kinderstut et Stern de Georena, quelle est votre analyse historique sur, cette coopération? Oui, je vais peut-être, répondre sur cette, question. Alors, il faut savoir que Georena est un peu plus ancien, hein, que le SIG de la Grande Région, hein. Georena est né, en 2005 à l'initiative, du groupe de travail aménagement, de la conférence du Rhin supérieur, hein. Donc c'était un projet, vraiment développé dans le cadre de la CRS. Tandis que le SIG de la Grande Région est né, en 2010, également au travers d'un projet Interreg. Et c'est assez simplement le benchmark, hein, qui a préfiguré à la création du SIG Grande Région qui, a amené, Thierry, ses prédécesseurs, à Colmar, au sein du siège du conseil départemental pour, une journée d'immersion, auprès de Géorena. Donc il s'est avéré rapidement que les outils avaient, des objectifs similaires, hein, l'harmonisation, la diffusion de données, on l'a dit, mais également un fonctionnement identique, hein, avec les groupes d'experts, thématiques, hein, ou comités de pilotage, des partenaires en commun, on l'a déjà évoqué aussi, hein, la Rhénanie-Palatinat et plus tard la région Grand Est et bien sûr des thématiques d'intérêt commun, hein, qui reviennent régulièrement. On a parlé de l'environnement, des transports, du tourisme, et cetera. Les premières productions, communes en tant que telles datent de 2014, hein, donc ça fait déjà près de 7 ans, sur des thématiques, de référence comme les entités administratives, ou la démographie. Mais au-delà de l'aspect, technique, on peut évoquer aussi, l'aspect humain, hein. Il y a vraiment une bonne entente entre nos équipes. Nous avons déjà organisé 2 séminaires communs, avec nos groupes d'experts, respectifs. Donc c'est une dynamique quasi unique malheureusement encore entre la conférence du Rhin supérieur et la grande région, puisqu'il n'existe pas d'exemple similaire sur des structures ou des instances de travail. Donc, et on l'a dit d'ailleurs, hein, maintenant ce qui nous importe aussi, c'est d'avoir une démarche résolument européenne, puisque nos 2 outils, ont des contacts avec d'autres observatoires ou SIG, en France, en Allemagne, en Suisse, et même au-delà, ce qui nous apporte vraiment une plus-value en termes de partage des savoirs. Merci, merci beaucoup, monsieur Kinderstut. J'en profite, on vient d'avoir 2 questions dans le chat qui se réfèrent un petit peu à cette thématique auxquelles, vous avez en grande partie répondu, mais je vous les dis quand même si vous voulez,
ajouter quelque chose. Alors, d'abord sur la question de la coordination des convergences entre ces 2 espaces de coopération. Donc là, effectivement, on vient de refaire, l'historique de cette coopération et puis ensuite une question, qui, dit: «Existe-t-il des postes ou des personnes chargées de l'aspect transfrontalier, des informations dans les services départements français, ou leurs équivalents, frontaliers?» Je pense que vous êtes en mesure de pouvoir répondre à cette question vu vos postes. Je ne sais pas qui commence, si vous voulez, moi je veux bien dire un mot, mais après nous on ne travaille pas en collectivité, mais pour travailler avec beaucoup d'entre elles, il y a effectivement des gens qui travaillent sur les aspects transfrontaliers dans beaucoup de collectivités, ça c'est sûr. Après, tout dépend de ce que vous mettez derrière le terme agents qui interviennent sur le transfrontalier, c'est-à-dire que vous avez des politiques publiques transfrontalières, et là on se concentre sur l'observation, mais c'est vrai que c'est l'observation à destination des politiques publiques. Donc ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on constate parfois, en revanche, c'est qu'il y a un manque de passerelle parfois entre les directions métiers et les directions Europe et transfrontalier. C'est-à-dire que vous avez souvent des experts qui s'occupent des questions transfrontalières mélangées parfois avec les questions européennes. Donc, elles sont complémentaires, mais parfois on les mélange un peu trop. Et puis, il y a des experts métiers sur les transports, sur l'aménagement, sur les services publics, etc. Et donc, la difficulté, on l'a vu en faisant des études de capitalisation récemment, c'est ces liens finalement. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Comme nous, par exemple, on travaille côté français, il y a un projet de loi qui est en cours, on ne sait pas trop, mais espérons qu'il soit toujours en cours, sur la différenciation territoriale. Et on estime que là-dedans, il faudrait y inclure des enjeux transfrontaliers, parce que quand on fait un plan de déplacement urbain qui n'est pas transfrontalier, ou quand on fait de l'urbanisme et que ce n'est pas transfrontalier, il y a un problème de l'action politique, publique, et l'observation derrière ne fait qu'alimenter ces éléments. Donc si on ne pense pas transfrontalier à la base, on ne cherche pas à faire de l'observation. Voilà, c'est mon premier essai de réponse sur ce point. Merci. Oui, moi j'avais aussi compris la question, par rapport donc, effectivement à, la mise en place ou en fait, le fait de dédier des postes de travail à cette thématique du transfrontalier et là, en l'occurrence, les 3 interlocuteurs, les 3 représentants des SIG, en sont de bons exemples parce que messieurs Kinnerstut et Stern sont donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, des agents de la Collectivité européenne d'Alsace et monsieur Hengen, travaille au sein du ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire, à Luxembourg. Ce qui me permet de faire le pont. Herr Hengen, wir haben ja gesehen, vorhin, dass das GSG-R auch, jetzt sehr eng mit GeoRENA arbeitet, aber nicht nur. Auch in der Großregion haben Sie sehr enge Partner und insbesondere, 2 Akteuren, die in Sachen Raumbeobachtung auch, Leuchtturmakteure in der Großregion sind. Ende 2018 hat nämlich das GIS-GR gemeinsam mit der IBA, Interregionale Arbeitsbeobachtungsstelle, und dem Netzwerk der statistischen Ämter einen Appell an die Exekutiven des Gipfels der Großregionen zum Bedarf an harmonisierten grenzüberschreitenden Daten gerichtet. Sieht man hier nochmal, die Wichtigkeit wurde mehrmals heute Morgen schon erwähnt. Jetzt hätte ich die Frage an Sie. Was also erstmal, was hat Sie zu diesem Appell geführt, 2018? Was war die Ausgangssituation damals und wie sieht es heute aus, 3 Jahre danach fast? Ist dieser Appell immer noch aktuell? Wie sehen Sie das? Ja, vielen Dank auch für die Frage an Sie, Florence Jacquet. In der Tat, es war ein gemeinsamer Appell zwischen diesen 3 Hauptstrukturen der Raumbeobachtung der Großregion, GIS-GR, IBA und Statistische Ämter der Großregion. Auf Grundlage der gleichen Problemlage, wie heute schon morgen schon, glaube ich, sehr stark auch schon erklärt worden ist, halt die mangelnde Verfügbarkeit von vergleichbaren Daten, Datenlücken, Probleme bei der verschiedener Definitionen auch von verschiedenen Daten, thematischen Daten, Fehlen auch von Verflechtungsdaten, vor allem wichtig sind auch für grenzüberschreitende Kooperation und natürlich auch Fehlen von Daten auf kleinräumlicher Ebene, gerade auch wichtig für die grenzüberschreitenden Planungsprozesse. Jetzt muss man sagen, wir hatten ein schwieriges Jahr hinter uns mit der Corona-Pandemie. Auch die Datenproduzenten mussten in diesem letzten Jahr sehr stark auch Daten produzieren für diese prioritäre Achse der Gesundheitsthematik, sei es zum Beispiel Daten zu belegten Betten oder zu infizierten Zahlen, hatten auch dementsprechend weniger Zeit, sich zu kümmern, speziell auch um die grenzüberschreitenden Datenkooperation.
Dazu kommt natürlich auch noch, dass verschiedene auch Datenproduzenten im Notbetrieb arbeiten mussten, nicht alle Mitarbeiter zur Hand hatten. Dementsprechend hatten wir ein schwieriges Jahr hinter uns, wo auch gerade grenzüberschreitende Prozesse, die immer weniger prioritär sind, leider nicht unbedingt an erster Stelle auch standen. Das muss man, glaube ich, hier auch berücksichtigen, auch wertschätzen. Trotzdem können wir sagen, dass in den letzten Jahren gibt es eine stärkere Wahrnehmung der grenzüberschreitenden Beobachtung, seiner Wichtigkeit auch. Ich möchte hinweisen auf die letzte gemeinsame Erklärung des Gipfels der Großregion unter saarländischen Vorsitz, der ganz klar auch die Bedeutung der grenzüberschreitenden Fach- und Geodaten hervorgehoben hat für die grenzüberschreitende Beobachtung. Dementsprechend haben auch die Exekutiven der Großregion, die Akteure der Raumbeobachtung darauf hingewiesen, stärker noch zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig haben sie appelliert an die Datenproduzenten, dass sie nicht nur Statistik, aber auch andere Datenproduzenten stärker auch auf die Belange einzugehen, die wichtig sind für die grenzüberschreitende Raumbeobachtung und dementsprechend auch, falls möglich, noch stärker zusammenzuarbeiten, um diesen Bedürfnissen entgegenzukommen. Und es gibt natürlich auch, dass die Wahrnehmung über diese Netzwerke, das Netzwerk, das vom BBSR jetzt geschaffen wurde, ist, aber auch das Netzwerk der MOD auch, die auch eine Plattform schaffen und auch dementsprechend auch wiederum hier die Bedürfnisse nochmal stärker kommunizieren über zwischen den Partnern, aber auch an die Datenproduzenten. Dementsprechend, glaube ich, muss man auch hier wichtig hervorheben, dass auch die Datenproduzenten gebunden sind an rechtliche Vorgaben. Ihre Daten müssen sich produzieren nach gewissen Vorgaben. Sie können das nicht von heute auf morgen verändern. Das ist ein langwieriger Prozess. Hier müssen wir gemeinsam auch als Akteure auch der Beobachtung auf die Produzenten hinwirken, das klar und deutlich auch kommunizieren und hier auch versuchen, gemeinsam Lösungsansätze zu finden, wie zum Beispiel dieser europäisches Netzwerk zur Raumbeobachtung. Ja, vielen Dank, Herr Hengen. In diesem Zusammenhang, Frau Duvernay, komme ich noch mal auf Sie zurück. Wie kann der Austausch zwischen Datenproduzenten und Nutzern gestärkt werden? Welche Rolle spielt Eurostat derzeit bei diesem Austausch? Danke. Ja, wie Thierry gesagt hat, also erstmal für einen Austausch braucht man eine Austauschplattform, das über Projekte hinausgeht. Es gibt oft Kontakte zwischen Nutzer und Datennutzer und Datenproduzenten im Rahmen zum Beispiel von Interreg-Projekten oder im Rahmen jetzt vom RO-Projekt. Aber wichtig ist, dass dieser Austausch langfristig etabliert ist. Und genau zu diesem Zweck haben wir das Netzwerk gegründet, damit die verschiedenen Akteure der Raumbeobachtung sich regelmäßig austauschen können und sich regelmäßig treffen können. Die Rolle von Eurostat dabei ist, also es hat eine doppelte Rolle. Eurostat ist nicht an sich Mitglied des Netzwerks, aber die Idee ist, dass als Netzwerk können wir mit einer Stimme sprechen. Wir können zu Eurostat gehen und sagen, wir vertreten 7, 8, 9, ich weiß nicht wie viele zukünftig Länder. Und alle diese Länder, alle die Nutzer in diesen Ländern, die in dem Netzwerk vertreten sind, brauchen eine Verbesserung von zum Beispiel Verflechtungsdaten, Arbeitsmarktdaten auf kleinräumigen Ebene. Was kann Eurostat tun? Wir hatten neulich ein Treffen mit Eurostat, wo wir insbesondere die Frage nach der Grenzpendlerstatistik diskutiert haben. Also Eurostat arbeitet nach einem Arbeitsplan, dass das Netzwerk nicht wirklich direkt beeinflussen kann, aber je größer das Netzwerk wirkt, desto einflussreicher es wird und desto mehr Chancen es gibt, dass diese Interessen berücksichtigt werden. Wir haben auch in dem Netzwerk die deutliche Unterstützung der Europäischen Kommission, der DG Regio, die auch die Kommunikation zwischen uns und Eurostat unterstützt. Und also das ist der eine Seite, die als eine Stimme gemeinsame Bedürfnisse an Eurostat kommunizieren. Und die andere Seite ist, dass Eurostat kann wiederum Projekte ausschreiben oder an den verschiedenen Mitgliedstaaten eventuell neue Aufträge geben oder nicht direkt, weil das funktioniert, also die nationale Statistikämter bekommen ihren Auftrag auch
abhängig von nationaler Gesetzgebung oder sonstigen Prozessen. Aber auf der europäischen Ebene kann man Impulse setzen, wie zum Beispiel mit dem Projekt Border Region Data Collection, um in die Richtung einer Verbesserung der grenzüberschreitenden Daten zu gehen. Vielen Dank, Frau Duvernay. Monsieur Biscot, donc Claire Duvernay vient d'évoquer ces plateformes d'échange et surtout la nécessité d'avoir ces outils et ces plateformes d'échange sur le long terme. Je voudrais dans ce contexte-là revenir plus précisément sur donc un petit peu le rôle de la MOT et ses missions. À votre avis, quel rôle peut jouer la MOT en tant que facilitateur de l'observation territoriale transfrontalière sur les frontières, particulièrement de la France? Et dans ce contexte, quel rôle peuvent jouer la Grande Région et le Rhin supérieur en tant que région laboratoire de la coopération transfrontalière et de l'observation telle que plusieurs fois mentionnée ce matin? Oui, je pense que, comme disait Claire, en fait, moi je pense qu'il ne faut pas oublier qu'un observatoire, c'est pas que de la donnée. Voilà, donc ça, c'est effectivement une plateforme, c'est un espace en fait, de travail, et c'est comme ça qu'on définit finalement les besoins, les objectifs, les résultats qu'on veut obtenir. Et cet enjeu de la pérennité, je pense que c'est un enjeu extrêmement important en fait. Donc, si vous voulez, nous, pour quand même préciser à tous les partenaires qui participent nombreux à cet événement, côté français, désormais, nous, on a un partenaire national qui s'appelle l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui a fait un peu changer la donne récemment. Et je dirais que cette agence, elle est un peu plus proche du BBSR que la MOT pourrait l'être. La MOT, ça reste une association avec tout un tas d'acteurs nationaux, locaux, européens, transfrontaliers qui participent de notre association. Donc, on n'est pas mandaté, comme Claire l'évoquait tout à l'heure, pour le BBSR. Ce n'est pas inscrit aussi formellement. Par contre, nous, on a toujours été mandaté par notre partenaire national pour être à ses côtés et jouer ce rôle justement de lien avec les acteurs locaux et avec les acteurs européens par rapport à l'ADN de notre structure. Donc, si vous voulez, nous, notre rôle, c'est jouer ce rôle-là d'intermédiaire entre à la fois des offices statistiques qui étaient évoqués, à la fois des acteurs de terrain, à la fois les acteurs nationaux européens, les acteurs locaux. Donc, c'est ça finalement notre rôle, ce qu'évoquait mon collègue Jean tout à l'heure sur le comité stratégique transfrontalier qu'on anime depuis maintenant presque 8 ans avec notre partenaire national, on le co-anime. Ça a toujours vraiment été cet objectif-là. Aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée des chemins, pour tout vous dire. Cette nouvelle agence, elle continue à piloter ce qui s'appelle en France l'Observatoire des territoires. Donc cet observatoire-là, il est national, hein, et donc vous pouvez aller le retrouver, il y a de la donnée qui est accessible en ligne sur cet observatoire des territoires. Et le comité qu'on animait était un petit peu, si vous voulez, le pendant transfrontalier de cet observatoire. Il avait vocation à favoriser ce dépassement de frontières. Voilà. Aujourd'hui, avec à la fois la crise que l'on vit et à la fois cette nouvelle agence qui est née qu'il y a 1 an seulement, hein, on est un petit peu à la croisée des chemins pour savoir un petit peu les rôles de chacun. C'est pour ça que Jean évoquait tout à l'heure le terme, je crois, de relance de ce comité, parce qu'on a eu une année où il n'a pas été réuni. Et pour nous, c'est un petit peu problématique, parce qu'un réseau, finalement, il ne fonctionne que s'il est pérennisé, il ne fonctionne que si les acteurs échangent régulièrement, et on voit qu'on peut échanger comme on le fait là, à distance, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes types d'échanges, mais on peut quand même le faire. Donc, pour nous, c'est un enjeu extrêmement important de continuer à jouer ce rôle-là. Donc, si vous voulez, on va avoir un travail de redéfinition. Et puis, surtout, on voudrait que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, qu'on avance un peu plus dans un système d'information transfrontalière, je dirais au moins à l'échelle française, mais au-delà de la France, évidemment, puisqu'on parle de transfrontalier. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore atteint, cet objectif. Moi, je pense que la démarche qu'a fait le BBSR est en avance là-dessus. Et c'est vrai que nous, on voit plusieurs opportunités. Certaines, je les évoquais déjà tout à l'heure. Et puis, il y a la nouvelle programmation Interreg. On pense qu'elle nous donne quand même des opportunités nouvelles. On essaye d'inciter, d'ailleurs je passe un message à tous les acteurs ici présents, hein, on essaye d'inciter aussi pas mal d'acteurs, parce que la nouvelle programmation le permettra, à lancer des projets d'observatoire ou d'observation transfrontalière autour de futurs programmes Interreg. Mon collègue Jean évoquait tout à l'heure le Pays Basque, hein, entre la France et l'Espagne. Ils sont en train d'engager ce genre de démarche. Et nous, ce qu'on aimerait maintenant, un petit peu comme les moraux finalement, hein, on ne réinvente pas l'eau chaude, c'est d'avoir un petit peu des sites pilotes comme ça qui permettent de redéclencher quelque chose de plus global. On a besoin de remontrer qu'on peut faire du concret, qu'on peut être aux côtés des habitants, des citoyens,
Je voyais Bruno tout à l'heure, Terray, qui évoquait quid des citoyens dans ces dispositifs. Donc, je pense qu'on a besoin de montrer ça. Et moi, je suis assez, comment dire, je rêve un peu d'observatoire participatif. Je pense qu'il faudrait que ces différentes démarches s'auto-alimentent, parce que Thierry évoquait tous les acteurs tout à l'heure, et encore, il a mis des points de suspension, parce que tu disais, Thierry, que tu n'avais pas le temps de tous les citer, mais vous voyez, on est 180 ou 160 aujourd'hui. Si on le faisait à l'échelle européenne, je ne sais pas, on serait 2000. Donc, il y a énormément d'acteurs, en fait. Mais comment on arrive à… On parle d'interopérabilité, mais comment on arrive à interagir tous ensemble, finalement, sur ces enjeux qui nous rapprochent. Donc, pour moi, si vous voulez, après GeoRENA et le SIG Grande Région, ils jouent un petit peu un rôle que nous, on peut essayer de jouer, mais à l'échelle des eurorégions qu'ils couvrent. Donc, je pense que c'est cette galaxie multiniveau qui fait que ça peut marcher. Encore une fois, si on voit, nous, on l'a vu dans d'autres territoires où des dispositifs comme GeoRENA ou le SIG-GR n'existent pas, il y a un manque. On a beau être là, nous, côté français, côté MOT ou avec notre partenaire national, ou si on regarde les partenaires italiens, par exemple, il n'y a pas ce genre de dispositif. On va avoir sur le franco-italien un manque d'observation. Sur le franco-belge, il y a quand même déjà un peu plus de choses qui existent. Donc, mais il n'y a pas d'euro-région. Donc là aussi, à chaque fois, il faut s'adapter. Et moi, je pense qu'on a un énorme défi en plus, qu'évoquait un petit peu Thierry tout à l'heure, je crois. C'est la question de la donnée santé. En fait, là, on est dans une période où on a besoin, je veux dire, les données de cadrage, on commence un petit peu quand même à les connaître. On ne les a pas encore harmonisées, mais on commence à avoir quand même un petit peu d'expertise sur ces sujets. GeoRENA et le SIG-GR l'ont bien montré. Il y a beaucoup de cartos. Et je pense que quand je parle de données santé, je ne parle pas que du soin. Hein. Je parle vraiment de la santé au sens large, hein, avec les déterminants de santé. Et j'ai écouté hier encore une émission sur l'intelligence artificielle là, qui passait sur une télévision, une chaîne française, la France 5. Et il y a des gens qui connaissent la donnée. Hein. Il y a des acteurs privés qui ont beaucoup de données. À l'heure des confinements et des couvre-feux, l'observation des flux, elle est majeure. Il y a des gens qui ont de la donnée. Simplement, on ne la partage pas comme nous, on peut partager de la donnée. Ce n'est pas forcément de l'open data. On sait très bien que qui a la donnée a le pouvoir. Hein. Donc, c'est un vrai enjeu. Et je pense que dans la période qu'on vit là, tout à l'heure, Claire évoquait les flux de frontaliers qu'on ne connaissait pas. Si, on en connaît beaucoup quand même. Hein. Et là, j'ai vu que dans les objectifs de la journée, il y avait connaître les données et leurs spécificités. Ben, voilà, il faut vous les faire connaître au BBSR, par exemple, parce que la donnée avec l'INSEE, il y a de l'open data et on connaît précisément depuis quelles communes viennent les frontaliers en Allemagne. Ce n'est pas un problème. Simplement, il faut les partager, ces données, et il faut vraiment… Moi, je plaide vraiment pour le participatif. Je pense qu'on est dans un monde où il faut avancer là-dessus. Et l'open data ou la big data, même parfois, nous permet ça. Merci beaucoup pour cet éclairage. Effectivement, on a eu aussi dans le chat tout à l'heure des questions sur donc la disponibilité de ces données avec donc la mention de l'incitation communautaire actuelle sur de plus en plus d'open data et si ça allait faciliter la disponibilité des données. Mais effectivement, disponibilité et visibilité, ce sont deux choses différentes et ça me semble effectivement crucial cette question de la mise en réseau et du multiniveau. Et on peut peut-être se demander là, comme on l'avait aussi évoqué dans justement l'un des projets pilotes de B-Solutions au niveau de la grande région sur la question de la disponibilité des données des réseaux hydrographiques. Le projet B-Solutions à laquelle GeoConnect GR, auquel avait participé le SIG-GR, avait mis en avant ce manque de coordination au niveau communautaire comme étant l'un des éléments justement qui, si on pouvait pallier ce manque, cela faciliterait donc cette émergence de données à échelle transfrontalière et de mise en réseau. Comment est-ce que vous voyez ça, Monsieur Bisco? Est-ce que ce serait une réponse? Est-ce que l'Europe aurait, ou en tout cas l'échelon communautaire aurait une réponse à apporter dans ce puzzle? C'est la colle, ça. Je sais pas. Je sais pas. Oui, théoriquement, on a vu par exemple que la Commission européenne, dans les Border Orientation Papers qu'elle a élaborés, je crois, il y a maintenant peut-être un an, en préparation des futurs programmes Interreg, ils ont essayé déjà de mettre en avant beaucoup de… Il y avait de l'observation transfrontalière dans ces Border Orientation Papers. Et il y avait même des cartos sur l'accessibilité des territoires. Moi qui suis originaire, comme vous le disiez, du Nord Lorrain, ça m'a fait sourire quand j'ai vu l'accessibilité au Grand-Duché, par exemple, avec ces cartographies-là qui sont faites à une certaine heure de la journée. Enfin, quoique en ce moment, c'est peut-être un petit peu différent, mais
Et par exemple, nos partenaires de la DG Région nous disaient on n'a pas pu observer beaucoup d'éléments. On n'avait pas de données sur les déchets, par exemple. On ne savait pas du tout dire ce qu'il en était et on n'a rien pu faire comme proposition. Donc oui, je pense qu'évidemment, au niveau européen, il y a des enjeux. Quel rôle ils peuvent jouer? Très sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de partenaires. C'est difficile de vous répondre en quelques minutes. Enfin voilà, peut-être en plus, je pense que même peut-être Claire est plus à même de répondre à cette question aussi, parce que nous, on est en lien avec Espone, par exemple, parce qu'Espone, quand on parle moi je voyais ce que présentait mon collègue Jean tout à l'heure, il y a aussi au niveau européen, par exemple, des aires urbaines fonctionnelles. Ça, ce sont des données intéressantes parce qu'elles ont été faites à l'échelle européenne par Espone. Et par exemple, quand on les croise avec ce qu'a fait notre Institut national, qui est déjà un vrai progrès, ce qu'évoquait Jean sur les nouvelles zones, les nouveaux zonages qui tiennent compte notamment de l'influence transfrontalière de nos voisins, ça ne se recoupe pas totalement. Ça ne se recoupe pas précisément. Donc ça, c'est une difficulté quand on est en transfrontalier, parce que chacun a ses propres méthodes. Vous savez, statistiques, tout le monde le sait, mais ça vient de State quand même, donc c'est des données d'État. Donc on a toujours cette difficulté-là. Donc évidemment, au niveau européen, on peut faire des choses, mais il y aura toujours une forme de souveraineté nationale de la donnée. Donc je pense que là aussi, c'est un intermédiaire, mais qu'il faut entraîner l'ensemble des acteurs dans cette démarche. Sinon, on mettra un petit peu de temps à obtenir les résultats escomptés. Merci. Madame Duvernay, vous souhaitez compléter sur cette question-là? Oui, moi je pense que le niveau communautaire a un rôle de coordinateur à jouer qui est absolument essentiel, parce que les données obéissent à des logiques nationales, mais il est essentiel de faire travailler tous les instituts statistiques ensemble pour avoir les données dont on a besoin, comme ça se fait déjà. Voilà, il y a la Labour Force Survey de Eurostat, il y a des études sur le marché du logement. Enfin, c'est possible de le faire, mais ça demande de développer une méthodologie commune. Et cette coordination, à mon avis, elle doit se faire au niveau européen. Enfin, Eurostat a un rôle à jouer là-dessus, qui est absolument essentiel, je pense. Enfin, c'est pas le BBSR a initié ce réseau, mais le BBSR n'a pas vocation à avoir un rôle de leader au niveau européen pour harmoniser, pour développer des statistiques transfrontalières. Enfin, ça doit se faire au niveau au-dessus, je pense. Et juste pour info sur les aires fonctionnelles, il me semble que Eurostat travaille en ce moment sur la définition de zones fonctionnelles transfrontalières. Voilà, donc c'est. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font, mais ça demande absolument une coordination européenne pour faire travailler tous les instituts statistiques ensemble et développer les méthodologies nécessaires. Et pour revenir sur ce que tu disais, Aurélien, aussi sur le fait que les données existent, mais qu'on n'y a pas forcément accès. Alors, il y a d'une part les données qui sont publiques, qui sont collectées par les instituts statistiques, qui ne sont pas toutes publiées sur la base de données. Donc ça, c'est ce type de données notamment qu'on espère collecter dans le cadre du projet Moreau. Et il y a les données d'opérateurs privés. Donc typiquement, ce qui serait très intéressant pour les données de flux des travailleurs frontaliers, c'est les données d'opérateurs téléphoniques. Et ça a été aussi étudié dans le cadre du projet Border Region Data Collection. Après, ça pose des problèmes de protection des données, où l'Allemagne notamment a une législation très stricte en la matière, donc qui ne permet pas d'accéder à tout, mais c'est des questions qui doivent qui sont en discussion. Je pense que les acteurs de l'observation transfrontalière sont conscients de tout ça. Et voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont prises et beaucoup de choses qui sont faites qui vont dans le bon sens. Je peux dire juste un tout petit mot? Oui, merci. Je trouve que c'est extrêmement important ce sujet. Je pense juste à ce qu'on est encore en train de vivre d'ailleurs, mais aussi ce qu'on a vécu au printemps avec ces fermetures de frontières, c'est-à-dire que déjà on mesurait, moi je trouve qu'on n'a pas su mesurer les interdépendances économiques transfrontalières qui existaient quand on a fermé ces frontières et l'impact que ça a pu avoir.
Et on a oublié que les gens étaient des personnes. Et on a oublié qu'ils avaient des vies de famille, par exemple. On avait oublié que certaines personnes allaient visiter leurs personnes âgées de l'autre côté de la frontière. Et ça, si on ne sait pas le faire, je veux dire, mesurer les flux de frontaliers, c'est bien. Mais les interdépendances territoriales, elles sont beaucoup plus larges que ça. Et quand on ne sait pas les observer, ben, on réagit à la crise, on réagit à l'urgence, mais on ne se pose pas la question du quotidien de la population. Et ça a été enfin, nous, on a fait une étude pour la DG Régio, pour la commission qu'on vient de rendre sur la crise Covid au printemps 2020. Ça a été des drames. Et je pense que si on ne sait pas, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on n'observe pas, on agit mal, ou moins bien. Et ça, c'est bien sûr que tout le monde a réagi par une crise contre personne. Enfin, personne ne pouvait s'attendre à ça, c'est sûr. Et on peut toujours critiquer, c'est facile pour nous. Mais pour autant, je veux dire, maintenant, on a des témoignages, mais il faudrait pouvoir, et on ne sait pas l'observer en fait. Et les flux, ils se portent comme ça. Nous, sur les deux territoires dont on parle, Grande Région et Rhin supérieur, il y a beaucoup de flux de travail. Il y a beaucoup de régions transfrontalières où il n'y a pas de flux de travail. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'interdépendance. Je parlais du Pays Basque tout à l'heure, ce n'est pas forcément des flux de travail qui comptent, mais il y a des flux culturels, il y a des flux sociaux et des flux familiaux. Et ça moi je trouve que c'est des enjeux majeurs si on veut dépasser des regards presque classiques parfois. Alors c'est peut-être un petit peu ambitieux ce que je dis parce qu'il faut déjà faire le classique, mais je trouve que la crise, elle nous a montré ça. Et il va bien falloir à un moment donné qu'on s'y mette tous pour essayer d'apporter de la connaissance sur ces sujets. Voilà, pardon. Non, non, beh, merci à vous, pour, cet éclairage, effectivement, très pertinent comme, dit Laurence Ball dans le chat. Vu que vous aviez la parole, vous avez été, mentionné plusieurs fois dans le chat, nommément monsieur Biscot, mais, je voulais reprendre la question, qui parle des données privées. On laissera celle sur la participation pour, la fin de la table ronde. Concernant, donc vous parlez de données privées, qui seraient, très utiles aux différents, acteurs locaux et monsieur Tudy de l'Adréal Grand Est demande s'il y a des actions entreprises auprès des acteurs privés pour en profiter. Ça s'adresse à moi, oui. Oui. En tout cas, pas de notre part. Enfin, là aussi, il y a des questions, malheureusement, pardon, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais comme disait Claire, hein, il y a des choses qui ont été faites, Claire les évoquait. Effectivement, moi aussi, je pensais, enfin, on peut en penser à d'autres, hein, mais je pensais aux opérateurs de réseau globalement, de réseaux téléphoniques où il y a d'autres types de réseaux, hein, réseaux énergétiques, par exemple. Enfin, il y a beaucoup d'informations qu'on peut collecter en ce sens-là. Je sais que certains le font. Enfin, comme vous disiez, moi j'ai travaillé en agence d'urbanisme. J'espère pas dire de bêtises parce que je ne pense pas qu'il soit dans la conférence, mais il me semble par exemple que l'agence d'urbanisme de Reims, à un moment donné, avait un partenariat avec un opérateur téléphonique pour observer sur tout l'espace, l'aire urbaine, je crois, de Reims, les déplacements des populations au-delà du travail. Donc ça, c'est des démarches qui sont faites. Elles sont parfois faites ponctuellement et on sait qu'il peut y avoir alors peut-être qu'avec le roaming, maintenant, les choses sont un peu moins compliquées. Je vous avoue que je n'ai pas regardé ça récemment. Mais on sait qu'à un moment donné, il y avait un problème de déconnexion quand on passait une frontière. Donc, est-ce qu'on sait faire ça? Je ne sais pas. Peut-être M. Tchoudi est plus spécialiste que moi, d'ailleurs, sur ces questions. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas les ignorer parce que, encore une fois, moi, je pense qu'il y a de la donnée quelque part. Elle n'est pas toujours simple à aller collecter ou exploiter, mais elle me semble nécessaire. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant revenir donc sur un aspect que vous avez, également abordé, cette question, de la pérennité, des échanges comme, enjeu important, mais aussi comme, condition, de réussite de certains projets de coopération et donc là, je repense, à, l'objet donc, qui nous rassemble ici aujourd'hui, cette coopération entre les 2 SIG et cette coopération privilégiée qui a été, développée, au sein des années. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voulais vous demander, monsieur Stern, peut-être, de nous préciser, enfin, selon vous, quelle est cette véritable valeur ajoutée, peut-être à l'aide de quelques exemples, concrets? Alors, dans la durée, les deux SIG collaborent depuis fort longtemps, depuis les origines, selon différentes thématiques. En fait, les objectifs des deux SIG sont comparables et donc les thématiques traitées, les données traitées sont les mêmes. Et de ce fait, on échange assez fréquemment sur la méthodologie, sur les données sources. Et le fonctionnement est assez comparable.
Et donc, la plus-value en fait de ces coopérations, c'est qu'on apprend mutuellement des réussites, mais aussi des erreurs que l'on fait de part et d'autre. Et à moyen et à court terme, même à court terme, effectivement, le domaine de la santé est un nouveau challenge pour nous. On nous demande assez fréquemment des données. On a essayé de travailler sur les cas de Covid. Et c'est un nouveau challenge pour les années à venir. Et donc, c'est certainement aussi la base, on va dire, d'une forme de pérennité pour nos outils, ce nouveau challenge. Le micro. Oui, merci beaucoup, Monsieur Stern. Donc dans cette perspective, Monsieur Hengen, peut-être dernière question avant d'aborder les questions posées par les participants passifs. Je voudrais vous demander quelle est un petit peu, si on ouvre la perspective vers cette fenêtre d'avenir, comment est-ce que vous voyez les choses, ou plutôt quelles sont les attentes et les espoirs des SIG concernant ce renforcement du travail en réseau avec d'autres acteurs de l'observation transfrontalière? Merci pour la question, Florence. Effectivement, c'est d'abord d'avoir une plateforme d'échange, de collecter nos expertises, aussi nos besoins, nos attentes par rapport à la situation future. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et je pense qu'il faut être proactif, notamment. Il ne faut pas attendre à ce que les producteurs de données, en fait, nous servent les données sur un plateau doré. Non, il faut aller vers eux. Il faut créer une masse critique d'acteurs, dont aussi, je vois aussi donc l'importance des réseaux européens créés, par exemple, par la MOT ou le BBSR, parce qu'une masse critique plus importante nous permet de sensibiliser davantage les acteurs, des producteurs de données sur nos besoins. Parce que ce n'est pas des fins à soi. Ce que nous faisons, c'est en fait l'analyse pour notamment l'aide à la décision politique pour les citoyens, pour donc améliorer en fait notamment la coopération transfrontalière, mais aussi la connaissance sur la frontière. Aurélien a maintenant parlé, c'est vrai, en fait, les flux frontaliers, ce n'est pas seulement des travailleurs, c'est vraiment l'interdépendance économique, sociale et de l'environnement. Donc, il y a vraiment des vies qui sont dépendantes de la frontière entre-temps. Et on ne peut pas imaginer, encore une fois, que les frontières sont closes dans le futur. J'espère aussi que la politique a pris ses leçons de mars et d'avril. Mais pour revenir sur la question, donc oui, il faut se mettre ensemble. Il faut aussi, comme vous avez dit avant, apprendre ce qui a déjà été fait. Guy-Orena et SIGR, on a la chance d'être quelque part des pionniers dans notre matière. Souvent, on est sollicité par d'autres régions dans l'Europe sur nos travaux. J'avais la chance de parler notamment avec un projet sur la région métropolitaine de Stettin, sur la frontière allemande-polonaise, qui sont en train de mettre en place un observatoire un peu similaire à nos travaux. J'étais aussi en contact avec l'observatoire du logement transfrontalier sur le région Meuse-Rhin, qui est aussi en train de se former, des questions très importantes, très intéressantes, ou même avec le Pays Basque. J'étais aussi en contact avec les partenaires mentionnés déjà par Aurélien Bisco. Et aussi thématique peut aussi donc varier en fonction des régions. Ce n'est pas toujours des flux frontaliers, parfois c'est la gestion des crises, par exemple dans les régions montagneuses. Donc c'est aussi important de voir le contexte territorial de chaque région frontalière. Donc moi j'aurais vraiment l'attente de créer un échange aussi entre producteurs et utilisateurs de données pour voir quels sont les points de chacun des différents partenaires pour trouver en fait des situations win-win. Hein, parce que si on peut, dans le futur, avoir plus d'informations, ça peut bien sûr être bénéfique pour toutes les parties impliquées. Et là, j'espère aussi qu'il y a un soutien important des acteurs européens. C'est important parce que sans eux, on ne peut pas franchir toutes ces étapes nécessaires. C'est eux qui ont aussi une mainmise importante dans ces processus, aussi avec les acteurs nationaux. Et là, c'est vraiment, voilà, j'espère vraiment au futur qu'on avance avec, pourquoi pas avec des projets pilotes, avec des petits pas. Je pense que c'est parfois plus simple de trouver des solutions dans petits groupes pour des thématiques, des indicateurs bien précis, au lieu de faire tous ensemble, parce que sinon on n'arrive jamais. Voilà, merci.
Merci beaucoup Thierry pour donc d'une part relancer cet appel aux différents acteurs, aux différents échelons et surtout pour donc ce pragmatisme et cette politique des petits pas. On le connaît bien dans les régions frontalières aussi. C'est comme ça qu'on avance. C'est un temps long, on va dire. Et donc c'est l'approche qui fonctionne le mieux sur la durée. L'heure avance. Je voudrais cependant conclure cette table ronde en vous demandant à tous, mesdames et messieurs, donc un dernier petit tour de table sur la question de la participation citoyenne qui a été abordée à plusieurs reprises dans le chat, notamment avec cette question de savoir s'il y a une place pour la participation citoyenne dans les observatoires transfrontaliers ou encore de cette place de la société civile, de l'expression citoyenne dans ces espaces transfrontaliers. Les 2 questions se rejoignent et puis, une dernière, qui revient donc sur, la, citation d'Aurélien Biscot de v rêver d'observatoires participatifs. Concrètement, à quoi pourraient ressembler ces observatoires participatifs? Donc, dans l'ordre dans lequel vous le souhaitez pour ce dernier tour de table. Je veux bien me lancer, si vous voulez. Pour moi, c'est un peu 2 fois le même sujet, en fait. C'est-à-dire que, alors c'est un sujet compliqué parce qu'on a vu, on a vu tout le travail qui a été fait, à la fois au niveau nationaux, fédéraux, eurorégionaux avec Géorena et SIG Grande Région pour aboutir là où on est déjà. Donc on voit que, je crois que c'était Boris qui disait tout à l'heure, c'est un hyper chronophage d'avancer sur ce genre de données. Donc on voit déjà à quel point de vouloir aller encore plus loin, c'est déjà ambitieux. Et en fait, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure par le participatif, ça rejoint, c'est pour ça que je dis que ça rejoint la question citoyenne ou société civile, c'est encore un sujet encore un peu complémentaire pour moi. Mais par exemple, les citoyens, ils font, comment dire, c'est des usagers. Donc, il y a l'observation des usages, ça peut être aussi une forme, c'est aussi une forme d'observation. Donc, comment faire participer ces usagers-là, ça peut être intéressant parce qu'ils ont une autre forme d'observation. Est-ce que ça peut se traduire en données alphanumériques ou géographiques? Ça, par contre, c'est encore un autre sujet, mais je pense qu'il y a un sujet de ce type-là. Et sinon, quand je parlais de participatif, et là, ça rejoint peut-être un peu plus la société civile, il y a par exemple, on connaît par exemple des agences de développement économique. Bon, ces agences-là, elles ont des données. Elles ont des données sur l'économie territoriale, sur les zones d'activité, par exemple. Est-ce que ça, c'est intégré dans Géorena ou SIG Grande Région ou dans un autre SIG? Je ne suis pas sûr actuellement. Ça peut être participatif. C'est-à-dire comment on fait en sorte que ces acteurs-là qui collectent aussi de l'information, qui la structurent, qui est parfois aussi géographique et alphanumérique, comment on fait en sorte que ça se répond? Moi, je venais d'agences d'urbanisme précédemment. Les agences d'urbanisme développent des observatoires. Comment on fait en sorte que ce qui est développé par ces acteurs soit intégré aussi dans des SIG eurorégionaux, par exemple, et soit partagé? C'est ça l'intérêt. Parce que quelqu'un posait la question dans le chat tout à l'heure, c'est on est dans un monde mouvant, comment on fait en sorte d'intégrer cette mouvance? Ben voilà, moi je pense que c'est l'actualisation de la donnée. Je crois que c'était Thierry qui disait tout à l'heure, on a dû, avec les données INSEE, harmoniser parce qu'on avait d'un côté 2019, de l'autre côté 2017. On voit bien que dans ce monde effectivement mouvant, si on veut être un peu plus actuel, bah, il faut avoir du participatif. Les collectivités locales, par exemple, parfois, elles ont de la donnée sur la démographie. Comment on fait pour partager tout ça? Moi, je pense qu'il y a un enjeu pour que chacun, un petit peu, c'était un peu le Wikipédia de l'observation transfrontalière, c'est-à-dire tout le monde participe d'une communauté de destin commune. Et oui, une communauté commune, pardon pour la répétition, mais par une communauté de destin, on est réunis par ces éléments et on a tous une connaissance, une observation. Et il me semble que c'est cette participation qui pourra faire en sorte que ce soit vraiment profitable à tous. Et que, par exemple, quand on voit le réseau hydrographique qu'évoquait Thierry tout à l'heure, bah, que derrière, il y ait quelqu'un qui fasse une trame bleue ou une trame verte. Parce que finalement, avoir le réseau, c'est bien. Mais les corridors, ils sont où? C'est ça l'enjeu, c'est ça la question. Et les ruptures de corridors, elles sont où? C'est ça l'enjeu. Donc, il faut qu'il y ait du participatif, de mon point de vue en tout cas, pour vraiment que ce soit hyper opérationnel. Merci. Quelqu'un de la table ronde souhaite compléter? Oui, je me permettrais bien de compléter encore là-dessus pour évoquer l'initiative locale, hein, d'un point de vue très concret. Nos partenaires de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ont lancé il y a quelques mois de ça, hein, au cœur de l'été 2020, ce qu'on appelle un Carto Challenge sur le territoire de l'Eurodistrict. Donc il s'agissait donc d'un
challenge, d'un concours ouvert à tous, hein, et qui permettait de mettre l'expertise des citoyens au service donc, de tous, hein, via le projet collaboratif OpenStreetMap. Donc il s'agissait de référencer vraiment des objets ou des aspects du quotidien, hein, sur des points d'eau, sur des poubelles, sur des toilettes publiques, sur des composteurs. Donc voilà, on peut saluer, certes à l'échelle très locale, hein, mais ce genre d'initiatives transfrontalières qui sont à ce stade malheureusement encore trop rares. Merci. Je regarde, il n'y a pas d'autres prises de parole. Si, Madame Duvernay, à votre micro. Oui, juste pour compléter ce qui a été dit, en fait, je pense qu'il y a un vrai enjeu de démocratie derrière. On parle beaucoup d'open data, on parle beaucoup de transparence dans la gouvernance. Et c'est une démarche que beaucoup de collectivités ont engagée, de mettre leurs données à disposition du public et des citoyens en général. C'est valable aussi pour les régions transfrontalières, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que les habitants de régions frontalières n'aient pas accès aux données qui les concernent, au même titre que d'autres habitants. Simplement, le travail qu'il y a à faire derrière est évidemment beaucoup plus complexe, puisque ça suppose toute une coordination dont on a parlé ce matin. Mais il y a cet enjeu aussi. Et en sens inverse aussi, le fait que les citoyens puissent apporter leurs connaissances pour enrichir ces systèmes d'information locaux avec des projets comme OpenStreetMap et ce que vient de mentionner Lionel qui participe à ce travail d'observation. Et donc ça, c'est aussi quelque chose à saluer. Merci beaucoup. Oui, je me permets de rebondir justement sur OpenStreetMap. Georena est un grand consommateur des données OpenStreetMap. Alors pour ceux qui ne connaissent pas OpenStreetMap, c'est un projet participatif donc qui est ouvert à sociétés citoyennes. Chacun peut y intégrer des données géographiques. Il y a une base de données structurée, très détaillée, et qui est international. Donc, le gros avantage, c'est que lorsqu'un citoyen allemand va rentrer une donnée, elle va être comparable avec une donnée française ou belge. Donc, ce sont des données qui sont comparables. Après, ça dépend vraiment des citoyens aussi. Donc, l'exhaustivité n'est pas toujours très complète. Par contre, c'est des données qui sont très intéressantes pour travailler sur le transfrontalier. Merci beaucoup pour cette information, Boris. Malheureusement, on est obligé de nous arrêter là. Comme d'habitude, les questions affluent et on ne peut pas les citer toutes ou les traiter toutes. Je voulais cependant dire que nous avons bien pris note de tous les échanges dans le chat, de tous les liens partagés et que nous allons les mettre à disposition de tout le monde dans un document à la suite de cette journée en même temps que les présentations des experts et le cas échéant, les experts vous contacteront bilatéralement pour répondre aux questions qui n'ont pas pu être abordées ce matin. Pour terminer, je voudrais vous rappeler simplement donc de rester en ligne pendant la pause de midi. Bitte alle noch online bleiben in dieser jetzt kurzen Mittagspause. Danach, nur ganz kurzer Info, werden Sie entsprechend Ihrer Anmeldung in den verschiedenen Workshops automatisch zugeleitet. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich nicht ausschalten. Es werden jeweils 2 Runden mit 3 verschiedenen Workshops geben, die parallel einsprachig und ohne Verdolmetschung stattfinden. Die erste Runde findet von 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr statt und die zweite von 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr. Zwischen den 2 Runden gibt es auch eine 15-minütige Pause, in der Sie auf die Workshops der zweiten Runde verteilt werden. Da ist es auch wichtig, eingeloggt zu bleiben. Es werden die Workshops leiten Herr Kinderstut, Herr Hengen und Herr Stern, den wir heute Morgen noch hatten, und dann noch 2 neue Experten, die möchte ich jetzt gerne noch kurz vorstellen abschließend.
erstmal Marie Fontaine-Schmidt von der IBA, de l'Observatoire interrégional de l'emploi. Donc, Madame Fontaine-Schmidt est la coordinatrice de cette IBA-OIE, qui est un observatoire interrégional en charge depuis 20 ans de l'observation continue du marché du travail transfrontalier en grande région. Pour le sommet des exécutifs, mais également pour les partenaires sociaux et autres acteurs concernés par les questions d'emploi en grande région. Grâce à la collecte de données transfrontalières, l'OIE produit des indicateurs socio-économiques harmonisés afin d'aider les responsables politiques et autres acteurs dans le cadre de prise de décision en matière de politique structurelle de l'emploi. Et donc, Madame Fontaine-Schmidt accompagnera d'abord en langue allemande, puis en langue française, donc un atelier sur les données statistiques socio-économiques. Et nous donnerons également la bienvenue à Monsieur Jelle-Bosch d'Eurostat, qui est un expert en statistique des transports, publications statistiques et diffusion de données. Il travaille depuis 2004 pour Sogeti Luxembourg, un fournisseur de services IT. Et il travaille sur le développement d'indicateurs de répartition modale pour le transport en tant que contractant pour Eurostat. Actuellement, Jelle-Bosch assiste également l'Office statistique de l'Union européenne dans l'élaboration de lignes directrices visant à collecter des statistiques harmonisées sur la mobilité des passagers. Et également, donc, Monsieur Bosch fera d'abord en langue allemande, puis en langue française. Il conduira l'atelier sur les données à échelle européenne. Voilà, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon appétit. Désolée pour ce léger retard, on est presque dans le quart d'heure académique d'usage. Et puis, restez donc connectés, on éteint caméra, micro et on se retrouve dans une petite heure pour la suite de la journée.